Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Billy Wilder qu'on connaît pour avoir réalisé certaines des plus grandes comédies légères et enlevées du cinéma américain. Mais ne sortez pas trop vite le popcorn, car avec Le Gouffre Chimère, Ace in the Hole en version originale, le réalisateur aura offert à Hollywood l'un de ses drames les plus sombres et désespérés. Et oui, il ne faut pas oublier que l'auteur de Certains Lame Show et de Sabrina est aussi celui du Poison et de Sunset Boulevard. Et ce n'est rien de dire que son public de l'époque n'a pas apprécié l'aventure. Mais qu'est-ce qui a donc valu à Wilder de perdre ce coup de poker? What'd you have? A pair of deuces? This is better. Here we've got an ace in the hole. Charles Tatum, journaliste cynique et arriviste échoué dans la paisible ville d'Albuquerque, ronge sans frein. Il y est réduit à couvrir des événements insignifiants pour la gazette locale. Lors d'une virée dans le désert du Nouveau-Mexique, il trouvera sa chance de percer à nouveau en découvrant Leo Minosa, un homme bloqué dans une caverne par un éboulement. Par sa plume, il transformera ce fait divers en une histoire d'intérêt national, puis manigancera avec les autorités locales pour que le sauvetage soit retardé et que le feuilleton continue ainsi à tenir ses lecteurs en haleine aussi longtemps que possible. A priori, ce pitch pourrait parfaitement être celui d'une comédie grinçante, mais c'est sans compter sur le contexte de l'époque. En octobre 1950, alors qu'Hollywood est sous le coup de la chasse aux sorcières, la Screen Directors Guild, syndicat des réalisateurs américains, se voit déchirée entre les positions radicalement macartistes de Cecil B. DeMille et celles, supposément plus modérées, d'un Joseph Mankiewicz. Billy Wilder milite en faveur de Mankiewicz, non sans s'attirer publiquement les foudres de DeMille en pleine réunion. Ce dernier est malgré tout mis en minorité face à Mankiewicz qui garde la présidence du syndicat. Mais la victoire est de courte durée, puisqu'à peine une semaine plus tard, Mankiewicz demande aux membres du syndicat d'affirmer par écrit leur non-appartenance au Parti communiste américain, soit la raison pour laquelle Wilder avait milité contre DeMille au départ. C'est dans cette atmosphère de trahison que Wilder, plus amer que jamais malgré le récent succès de Sunset Boulevard, s'attaque à la réalisation du Gouffre Chimère. Il s'est déjà séparé de son co-scénariste Charles Brackett, avec lequel il avait signé certains de ses plus grands scripts, pour s'allier avec le nouveau venu Walter Newman. Ce dernier lui a soufflé l'histoire d'un fait divers de 1925 mettant en scène Floyd Collins, victime d'un éboulement dans le Kentucky, et William Burke, journaliste de Louisville ayant remporté le prix Pulitzer pour sa couverture du drame. À l'époque même de la sortie du film, Wilder a pu constater de lui-même la nature prédatrice d'un certain journalisme à sensation. Peu après la réalisation d'Ace in the Hole, j'ai été témoin ici sur le Wilshire Boulevard d'un grave accident de la circulation. Il y avait là des photographes qui ont pris des photos de tous les côtés. Puis ils se sont précipités dans leur voiture. Je leur ai dit qu'ils pourraient avertir une ambulance, mais ils m'ont répondu qu'ils n'avaient malheureusement pas le temps, il fallait qu'ils développent les clichés tout de suite. Le personnage de Tatum est caractérisé dans un premier plan particulièrement incongru. Le journaliste n'y semble pas préoccupé par son sort, mais force au contraire immédiatement l'admiration par son aptitude à faire feu de tout bois, même dans la pire des galères. Now then, I find myself in Albuquerque with no money. A burnt out bearing, bad tires, and a lousy reputation. Bad tires can be dangerous. Mais pour éviter à tout prix de gagner l'adhésion du spectateur, le réalisateur se garde bien de recourir à une narration en voix off, comme il a pu le faire dans les films précédents. Wilder, qui cherche d'habitude à limiter l'antipathie de ses anti-héros via un casting un minimum rassurant, s'est ici arrêté sur le visage anguleux de Kirk Douglas, une star d'accord, mais pas des plus évidentes. Je ne l'ai pas rendu sympathique, mais je l'ai rendu, je l'espère, intéressant. Je voulais qu'il soit fascinant, le plus fascinant possible. Vous vous trouvez dans le laboratoire de quelqu'un qui sera peut-être un tueur. Il n'a pas besoin d'être sympathique, c'est le projet du film. Kirk Douglas s'est avoué étonné de la noirceur du personnage qu'il tentait de tempérer par son jeu, mais que le metteur en scène insistait au contraire pour pousser à l'extrême. Aujourd'hui, on peut voir en quoi un traitement si controversé a pu parler à un acteur comme Douglas. Son aura de fossoyeur du macartisme, certes bien romancé par ses soins, peut aider à comprendre a posteriori en quoi cette mise en accusation du mode de vie américain a pu le séduire. Mais pour ce qui est de la critique, c'est précisément là que le propos du film va coincer. Le Hollywood Reporter parlera du Gouffre Chimère en ces termes. Le film repose sur le principe que les Américains sont un tas de débiles qu'on mène aisément par le bout du nez. Ils sont victimes d'une pure hystérie collective et leurs sentiments se satisfont à bon marché de substituts de bas étage. La vie semble naïf, mais somme toute bien représentative de l'état d'esprit d'une société américaine sur la défensive face à la menace rouge. Car du côté du public, c'est pas mieux. À la sortie, la Paramount décide, sans l'accord du réalisateur alors à l'étranger, de retitrer le film The Big Carnival, ce qui ne lui permet bien évidemment pas d'échapper à un flop monumental. Désormais sous surveillance rapprochée du studio, Wilder tourne ensuite Stalag 17, qui connaîtra naturellement bien davantage de succès,
mais sur lequel le réalisateur ne touchera pas un centime, les recettes du film ayant majoritairement servi à éponger le désastre du gouffre chimère. Un échec sans appel donc, le premier de Wilder dont le cinéaste ne sortira pas indemne. Et à première vue, c'est un échec difficilement compréhensible si on considère que l'artisanat de Wilder trouve ici une de ses expressions les plus pures. Ainsi, Roger Ebert, dans sa critique du film, remarque l'économie du montage pratiquée ici par le monteur Arthur Schmidt. Le film est en effet remarquable dans cet aspect particulier, coupant avec parcimonie pour maximiser l'efficacité des cuts, préférant relier discrètement plusieurs informations dans le même plan. Mais l'arme la plus tranchante du film reste probablement ses dialogues écrits par Wilder lui-même. Et ceux-ci ont fait école, comme en témoigne par exemple cette réplique qui semblera familière aux fans de Sergio Leone. I've lied to men who wear belts, I've lied to men who wear suspenders, but I'd never be so stupid as to lie to a man who wears both belt and suspenders. How can you trust a man that wears both a belt and suspenders? Man can't even trust his own pants. Si le film n'est pas réellement un film noir, il emprunte au genre son sens de la punchline amère et des abusés. Rien d'étonnant si l'on sait que Wilder a collaboré avec le romancier Raymond Chandler pour l'écriture de son Double Indemnity, classique absolu du genre. Chandler s'intéressait surtout, comme moi, à l'atmosphère d'une ville, à une situation, à un personnage. Il avait le sens des nuances, du slang, car l'américain était pour lui qui était allé à l'école en Angleterre à peu près aussi neuf que pour moi. Bref, les dialogues, parfois répétés sarcastiquement à d'autres moments du film, sonnent comme autant de couplets qui lui insufflent un rythme effréné. Check and double check every word I print. Sure, belt and suspenders. Un rythme qui, peut-être autant que dans les nombreuses comédies du cinéaste, amène à se demander pourquoi diable Wilder n'a jamais réalisé de comédie musicale. En effet, derrière une apparence naturaliste et rugueuse, le film offre des moments de chorégraphie imparables et lourds de sens. Car tout comme chez Ernst Lubitsch, son mentor, la mise en scène de Wilder vise avant tout à l'efficacité et à la transparence. Il ne dérogera à ce classicisme que dans un dernier plan outrageusement expressionniste qu'on ne va bien évidemment pas vous spoiler. Du reste, le film illustre donc le credo du cinéaste, contentez-vous de raconter l'histoire. Car raconter une histoire est un thème central du gouffre chimère. Et c'est d'ailleurs le titre de travail du film, The Human Interest Story. Le film est ainsi une occasion pour Wilder de déconstruire les mythes qui sont à l'origine de tout récit, journalistique ou autre. Ainsi, Tatum, en bon conteur, nourrit-il sa narration de nombreux symboles religieux ou mythologiques, liant le drame de Minosa à la malédiction de Toutankhamon et le parfumant de spiritualité amérindienne. How's that for an angle? King Tut, New Mexico. Curse the old Indian chief. Il joue en outre de la ferveur des Américains lors d'une réplique particulièrement savoureuse trouvée par la femme du réalisateur, Audrey Wilder. I don't go to church. Kneeling bags my nylons. La montagne, lieu mythologique par excellence, est un cadre privilégié pour mettre en place ce récit. Haut de 72 mètres, le décor de la montagne des 7 vautours, s'il fallait un nom plus explicite, est d'ailleurs à l'époque du film le plus haut jamais construit. Mais les symboles avec lesquels joue Tatum y sont vite rattrapés par une autre narration, celle du film cette fois. Lorsque son entreprise échappe à son contrôle, il tente en vain de se purifier de ses péchés. Plus tard, il s'adresse au peuple, semblable à Moïse sur le mont Sinaï, et comme le prophète, les renvoie face à leur idolâtrie du veau d'or. Et oui, car dans le monde mis en scène dans le gouffre chimère, la réalité marchande a pris le pas sur le réel. Il anticipe le propos du philosophe Guy Debord, qui dans la société du spectacle fera le constat suivant. Dans un monde véritablement renversé, le vrai est un moment du faux. On rappelle que l'ouvrage Bible du mouvement situationniste a connu sa première édition 16 ans après la sortie du gouffre chimère, attestant de la modernité de son propos. On pourrait également considérer qu'il rejoint les analyses de Marshall McLuhan, dont le The Medium et The Message explicitera que la réalité d'une information disparaît, écrasée sous le poids de son seul statut d'information. Ou encore Jean Baudrillard qui témoignera de la disparition du réel derrière un hyper-réel construit d'un système de simulacre. There is no spoon. For all I know, there isn't even a Leo down there. Yes, there is. Tatum made sure of that. Ainsi, porté par ce non-événement fabriqué de toutes pièces, un véritable écosystème marchand s'est ici mis en branle, comprenant entre autres une grande roue, métaphore visuelle du cirque médiatique engendré par l'événement, et un cow-boy de pacotille chantant une chanson en soutien à Minosa. Jan Sterling dans le rôle de l'épouse de Minosa est elle-même un simulacre, coiffée d'une chevelure blond platine évoquant des vedettes hollywoodiennes telles que Jean Harlow ou Marilyn Monroe. Why don't you wash that platinum out of your hair?
Bref, les frontières du réel deviennent si floues qu'à la fin du film, il est impossible de savoir si un Tatum au bord de la folie est en quête de rédemption ou s'il continue avec l'énergie du désespoir de tenter de se vendre. Et de se vendre, il en est toujours question dans les films de Wilder. Dans ses mémoires, le réalisateur raconte avoir travaillé pendant un temps comme gigolo dans un hôtel viennois, offrant des danses à des clients fortunés. On ignore si son œuvre porte la marque de cette expérience, mais toujours est-il que ces personnages y sont souvent littéralement prostitués, comme William Holden dans Sunset Boulevard, Shirley MacLaine dans Irma la Douce, Marlene Dietrich dans La Scandaleuse de Berlin, Jack Lemmon dans certains Lem Show, et quand il ne recourt pas à cette métaphore, Wilder les montre vendant leur âme et leur dignité dans des pactes faustiens inextricables, tout comme le fait donc Charles Tatum dans Le Gouffre Chimère. Ainsi, de la même manière qu'il offre un regard désabusé sur le cinéma dans Sunset Boulevard, et qu'il en offrira à nouveau un dans Fedora quelques années plus tard, Wilder semble exposer la saleté et le faux derrière un autre art de la narration, le journalisme, un métier qu'il a lui-même pratiqué dans sa jeunesse. Mais ce serait une explication bien confortable. D'ailleurs, à la sortie du film, le studio a dû envoyer à travers le pays des attachés de presse afin de rassurer les critiques, comme quoi le personnage de Tatum n'était pas une allégorie de la presse dans son entier. Et de fait, le véritable méchant du film n'est pas la presse. Le personnage de Mr. Booth, le rédacteur en chef, lui permet d'ailleurs d'opposer explicitement la corruption et la mission d'intégrité du journalisme, à la manière de Samuel Fuller dans son incroyable Violence à Park Row, sorti l'année suivante. Isn't that something? Who said it? Well, Mr. Booth said it, but I did the needlework. Le méchant, donc, s'il en est un, c'est bien le public, dont les passions et les plus bas instincts continuent de faire tourner ce cirque absurde. Lucide et pessimiste, Wilder l'exprime sans ambiguïté. On a prétendu que le film avait été un échec parce que la femme mariée se révélait un tel monstre de froideur qu'aucune femme ne conseillerait à son mari d'aller le voir. Je pencherais plutôt pour une autre raison, à savoir que le véritable coupable dans Ace in the Hole n'était ni Kirk Douglas dans son rôle de journaliste, ni Jan Sterling dans son rôle de femme mariée, mais le public. Le journaliste n'était pas lui-même le monstre, mais il le nourrit. L'échec est venu de là. Comment attirer le curieux au cinéma en lui montrant les conséquences monstrueuses de sa curiosité? Primé à la Mostra de Venise, le film a pourtant discrètement assimilé la culture populaire américaine des décennies à venir. Bien entendu, il y a fort à parier que le scénario de Paddy Chayefsky pour Network de Sidney Lumet, l'autre plus grand film jamais réalisé sur la collusion entre médias et société spectaculaire, se soit nourri du propos du Gouffre Chimère. Mais à mon sens, les influences de Wilder peuvent se révéler dans les endroits les plus inattendus. Ainsi, même si Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, ne se sont à notre connaissance pas exprimés sur l'influence du film de Wilder sur leur œuvre, force est néanmoins de constater que leur satire le rappelle étrangement dans sa manière d'impliquer le spectateur. Par exemple, à la manière de South Park, le film se sert d'une fable pour offrir un miroir déformant de la société, mais prend la peine de rappeler ponctuellement au souvenir du spectateur l'événement dont l'histoire est inspirée. You never heard of Floyd Collins? One of the biggest stories that ever broke. Front page in every paper in the country for weeks. It's simple television economics, Kyle. All it takes to kill a show forever is get one episode pulled. It's exactly what happened to Laverne and Shirley. Ou encore montre régulièrement des exemples de Monsieur Tout-le-Monde dont le comportement risible n'est finalement que le produit du système dans lequel il vit. Wake up the kids, Nellie. They should see this. This is very instructive. Walter, Willie, wake up. Wow, that's such cultural music. Very cultural, yes. Mais l'influence du film ne s'arrête pas là. Friand de liste, Martin Scorsese considère Le Gouffre Chimère comme l'un des 85 plus grands films jamais réalisés. Spike Lee, jamais le dernier pour caresser le rêve américain à rebrousse-poil, a clamé à maintes reprises son amour du film, dont il aurait aimé réaliser un remake. Néanmoins, à part pour la petite histoire, un hommage qui lui est fait dans la série Adventure of Superman dès l'année suivant sa sortie, le film n'a pas donné lieu à un remake aux États-Unis. C'est hors d'Amérique qu'il faudra chercher pour trouver d'étonnantes relectures officieuses du Gouffre Chimère. On compte par exemple Un jour de chance d'Alex de la Iglesia, où le cinéaste espagnol, habitué à filmer des histoires situées dans des lieux absurdes ou factices en marge du réel, met en scène l'accident de son film au centre d'un théâtre antique. Difficile de présenter le spectacle de manière plus littérale. A l'inverse du film de Wilder, il adopte le point de vue de la victime qui, mettant en scène sa propre souffrance, espère obtenir sa revanche sur la société en jouant son propre jeu. On assiste également au sort de sa famille, bouleversé de le voir monnayer ainsi sa dignité. On peut également noter Tunnel de Kim Song-hoon, film catastrophe coréen sorti en 2016 et faisant la part belle à la lutte pour la survie du personnage enseveli. On y retrouve, comme dans Le Gouffre Chimère, le cynisme du cirque médiatique aux dépens de la victime. Bien sûr, on peut regretter que Tunnel ne soit pas allé au bout du désespoir nihiliste qu'il semblait promettre pour son final. Mais il reste un thriller captivant et immersif,
mélangeant les tons du survival, du drame et de la tragicomédie, où Doona Bae offre une puissante accroche émotionnelle dans le rôle de l'épouse du protagoniste. Tout ça pour rappeler que la fable de Wilder trouve encore plus que jamais des résonances à notre époque, dans toutes les cultures et dans les cinématographies du monde entier. Et du coup, si un éditeur pouvait sortir le Gouffre Chimère en Blu-ray en France, eh ben on s'en plaindrait pas. Now go on home, all of you. The circus is over. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram, et si vous vous sentez d'humeur généreuse, à nous soutenir sur Tipeee. A bientôt!